Bonjour, je suis Philippe Alcoy de Révolution Permanente et aujourd'hui on va discuter de la situation en Syrie après l'offensive turque. Et pour expliquer les raisons pour lesquelles la Turquie envahit aujourd'hui la Syrie du Nord-Est, on pourrait dire que la Turquie est là aujourd'hui trois objectifs principaux. En tout cas, le premier c'est d'affaiblir politiquement et militairement les forces kurdes qui agissent aujourd'hui au nord-est de la Syrie. Pourquoi ça? Parce que l'État moderne turc a impliqué la négation des droits nationaux, des droits à l'autodétermination des Kurdes. Et les Kurdes que se trouvent aujourd'hui partagés dans 4 pays différents, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Donc, au cours de la guerre civile syrienne, a surgi une contradiction, s'est posée une contradiction pour la Turquie, c'est que les forces, les milices kurdes, les groupes armés kurdes, se sont renforcés au cours de cette guerre. D'abord, en luttant contre Daesh et en défendant Kobané, une enclave kurde que Daesh avait attaqué et qui a résisté à cette attaque. Et cela a entraîné, ou en tout cas attiré, l'attention des puissances internationales, notamment les États-Unis, mais aussi l'Union européenne, et qui ont décidé d'armer et entraîner les forces kurdes. Cela a permis, en grande partie, que les Kurdes repoussent Daesh jusqu'à les vaincre, en tout cas sur la forme territoriale qu'avait Daesh. Une des conséquences de cette poussée ou ce renforcement des Kurdes a été qu'au nord-est, la région nord-est de la Syrie, les Kurdes gèrent toute une région de façon pratiquement autonome. Et ça, pour la Turquie, pour le gouvernement d'Erdogan, c'est inacceptable. C'est de ce point de vue que cette offensive vise justement à affaiblir les Kurdes en Syrie et affaiblir leur organisation semi-étatique pratiquement pour que cette région autonome ne devienne pas un pôle d'attraction pour les Kurdes de Turquie et que les Kurdes de Turquie ne posent pas justement la question de l'autodétermination, voire que ça les pousse à une lutte plus profonde pour l'indépendance vis-à-vis de l'État turc. D'ailleurs, depuis 1984, la Turquie mène une lutte importante contre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en Turquie. Et d'ailleurs, Erdogan accuse les forces militaires et politiques kurdes en Syrie d'être en lien avec le PKK, que l'État turc considère une force terroriste. Ça, ce serait un premier objectif. Mais il y a encore un autre objectif. L'autre objectif, c'est la question des réfugiés. La Turquie, c'est un pays qui a accueilli un nombre très important des réfugiés syriens. 3,6 millions de réfugiés syriens habitent aujourd'hui en Turquie. Et cette question des réfugiés est en train de devenir un problème politique pour Erdogan. Il a perdu récemment, il y a quelques mois, les élections municipales. Son parti a perdu les élections municipales. Et une partie de la population turque commence à voir les réfugiés avec une certaine hostilité. Un deuxième objectif qu'on pourrait mentionner pour cette offensive, en tout cas, un deuxième objectif déclaré par Erdogan lui-même, c'est la question des réfugiés. Parce que la Turquie, depuis le début de la guerre en Syrie, a reçu un grand nombre de réfugiés. Aujourd'hui, il y a 3,6 millions de réfugiés qui habitent en Turquie. Mais cette quantité énorme de réfugiés qu'il y a en Turquie est en train de devenir un problème politique pour Erdogan. Il y a quelques mois, Erdogan a perdu les élections municipales et en grande partie, en tout cas, c'est imputé au nombre des réfugiés qu'il y a actuellement en Turquie et vis-à-vis desquels une partie de la population commence à avoir une certaine hostilité. Donc,
un des objectifs, comme je disais, déclarés d'Erdogan avec cette offensive, c'est d'instaurer une zone de sécurité qu'il appelle, tout au long, ou en tout cas tout au long d'une partie importante de la frontière turco-syrienne, où il mettrait, où il installerait entre 1 et 2 millions de réfugiés. Ça veut dire que de cette façon, il essaierait d'avoir, avec un seul mouvement, plusieurs objectifs, atteindre plusieurs objectifs. Un, c'est déjà, en quelque sorte, résoudre en partie le problème de la quantité de réfugiés actuellement en Turquie, en les redéplaçant vers la Syrie, en les renvoyant vers la Syrie. Mais d'autre part, ce serait de changer l'équilibre ethnique qui existe aujourd'hui au nord-est de la Syrie, une région habitée majoritairement par des Kurdes. Donc de cette façon, avec des méthodes qui relèvent clairement du nettoyage ethnique, ça veut dire des pressions, des bombardements, des menaces, etc. Et Erdogan essaierait d'arabiser cette région pour rendre plus difficile une revendication kurde d'autonomie, voire d'indépendance. Donc ça c'est un des autres objectifs qui se posent Erdogan actuellement. Le troisième, qui est moins directement, évidemment il n'est pas avoué ouvertement par le pouvoir turc, mais même qu'il n'est pas posé de façon très directe, c'est que la Turquie se trouve dans une lutte, dans une concurrence pour devenir la puissance hégémonique dans la région, avec l'Iran, mais aussi avec les pétromonarchies sunnites comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc, avancer en Syrie permettrait de contrer la poussée iranienne, mais en même temps essayer de devenir de plus en plus influent et incontournable dans la région. On l'a vu déjà avec les frictions qu'il y a eu avec l'Arabie Saoudite autour du Qatar, et aussi de l'assassinat du journaliste l'année dernière, un journaliste saoudien qui a été assassiné en Turquie et dans l'ambassade saoudienne. Donc ça c'est d'un point de vue de la Turquie, mais qu'est-ce que disent les puissances occidentales par rapport à la situation? Bien, ici on pourrait dire qu'en général on voit une sorte de balle de l'hypocrisie. Déjà, à commencer par les États-Unis, parce qu'il faut savoir que cette offensive n'est pas lancée à n'importe quel moment. Elle est lancée, déclenchée après que Donald Trump ait déclaré qu'il retirait les troupes américaines de la région nord-est de la Syrie, notamment au poste frontalier, et qu'il n'allait pas intervenir en cas de conflit entre la Turquie et les Kurdes. Donc c'était une sorte de feu vert à l'action turque, très clair, un feu vert très clair, et Erdogan a pris et a profité pour lancer son offensive. Évidemment, ça a ouvert beaucoup de contradictions, parce que l'offensive turque a créé beaucoup de contradictions aux États-Unis lui-même, et aujourd'hui ils sont en train de menacer la Turquie avec des sanctions, et Trump il s'est opposé il a dit être opposé en tout cas à l'offensive turque. Mais on pourrait se demander pourquoi à un moment Trump a donné le feu vert quand même à la Turquie pour qu'elle avance dans son offensive contre les Kurdes. Une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que les États-Unis essayent depuis plusieurs années de partir du Moyen-Orient, où il a mené des inventions de guerre dans la région désastreuses, et il voudrait partir de la région et se concentrer dans sa lutte et sa guerre économique et les frictions géopolitiques avec la Chine, et abandonner ou donner moins d'importance
à la question au Moyen-Orient. Mais les États-Unis ne peuvent pas se retirer de la région comme ça. Ils doivent laisser sur place des alliés qui puissent garantir leur intérêt dans la région. Mais c'est là qu'il surgit une contradiction. Parce que d'une part, on a des alliés historiques des États-Unis dans la région, comme Israël et l'Arabie Saoudite, qui se trouvent actuellement affaiblis. Israël et le pouvoir en Israël, il est affaibli avec des élections sans une majorité claire. Et l'Arabie Saoudite, on l'a vu il y a quelques semaines, elle a subi une attaque, soi-disant menée par les rebelles Houthis du Yémen, mais clairement, de façon directe ou indirecte, il y a une implication, ou on peut estimer qu'il y a eu une implication de l'Iran. Ça veut dire qu'on a vu dans une attaque contre des sites pétroliers saoudiens, la principale source économique de l'Arabie Saoudite, et en quelque sorte cette attaque a révélé les failles dans la sécurité ou la sécurisation de ces sites-là. C'est un élément fondamental pour l'Arabie Saoudite. Donc, il ne serait pas délirant ou de penser que Donald Trump a choisi de donner un peu son soutien à la Turquie pour qu'elle devienne un élément pour contrer l'influence de plus en plus importante de l'Iran dans la région. Donc, ça c'est une hypothèse qu'on pourrait faire, mais en même temps, ça ouvre toutes les contradictions qu'on a mentionnées. C'est que, d'une part, le départ des États-Unis n'est pas non plus aussi simple, même d'un point de vue de ses propres alliés. Parce que ces alliés-là, la Turquie, comme je disais auparavant, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Israël et autres, et l'Iran, qui n'est pas un allié des États-Unis évidemment, mais c'est des puissances régionales qui sont en lutte entre elles. Le départ des États-Unis, justement, pourrait laisser ouvert un espace où la tentation pour ces pays-là d'essayer de rééquilibrer les rapports de force dans la région. Donc, certains analystes commencent à parler déjà de cette offensive turque comme la première guerre post-États-Unis. Ça veut dire qu'une des premières guerres qui ont lieu dans la région après le départ des États-Unis pour essayer de rééquilibrer les rapports de force entre les différentes puissances régionales. Donc ça crée évidemment beaucoup de craintes, même parmi le gouvernement nord-américain, le Pentagone, etc., qui craignent que l'offensive turque, finalement, ait pour résultat la déstabilisation, ou une déstabilisation plus importante encore d'une région qui est très tendue. Maintenant, qu'est-ce que dit l'Union européenne, qu'est-ce que disent les puissances européennes par rapport à l'offensive turque? Les puissances européennes ont dès le début condamné l'action turque, notamment la France, Macron, l'Allemagne, etc. ont toutes ces puissances condamné l'action et l'offensive turque. Mais là aussi, ça relève d'une grande hypocrisie, notamment quand on sait que l'Union européenne a passé un accord avec la Turquie pour en quelque sorte sous-traiter le contrôle du flux migratoire des réfugiés syriens qui partaient en direction de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils ont payé plusieurs milliards d'euros à Erdogan pour qu'il contienne le flux migratoire. C'est en partie ce qui explique la quantité énorme de réfugiés qu'il y a en Turquie actuellement. Donc, il y a une complicité de la part de l'Union européenne et des pays européens avec la Turquie. Mais d'autre part, cette hypocrisie aussi, elle se voit dans le fait que l'Union européenne, en réalité, elle n'a rien à faire avec la question de l'autodétermination du peuple kurde. Elle ne s'intéresse pas du tout à la question, au sort du peuple kurde, évidemment. Ce qu'il craint, en réalité, c'est que l'offensive turque aboutisse, ou provoque plutôt, un reflux ou une repoussée
des flux migratoires vers l'Europe, que ça déstabilise la situation et qu'il y ait encore une nouvelle crise migratoire de leur point de vue, qu'il y ait des milliers, on voit à nouveau en Europe des milliers et des milliers de réfugiés essayer de rentrer sur le sol de l'Union européenne, et d'autre part qu'il y ait un retour de Daesh, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas encore mentionnée, mais les Kurdes étaient chargés de garder entre 10 000 et 15 000 ex-combattants de Daesh dans des prisons, plus des camps des réfugiés, au moins 80 000 personnes liées à ces combattants, soit la famille, proche, etc. Donc, au cours de ce week-end, il a commencé à avoir quelques éléments qui montrent qu'il y a des ex-combattants de Daesh commencent à s'enfuir des prisons kurdes, mais aussi des familles qui s'enfuient des prisons et des camps kurdes. C'est principalement ça que craint l'Union européenne, et cette hypocrisie aussi on peut la voir déjà avec un exemple français, le fait qu'il y a quelques années, il y a 3 militantes kurdes qui ont été assassinées en plein Paris, au cœur de Paris. On n'a toujours pas la vérité sur ce qui s'est passé, d'une part, mais aussi sur les puissances de l'Union européenne maintiennent le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et dans la liste des organisations terroristes, ce qui donne d'ailleurs à Erdogan une légitimité importante pour attaquer et lancer son attaque contre les Kurdes en Syrie. Mais on pourrait aussi se demander pourquoi les États-Unis ont abandonné leurs alliés en Syrie, qui les ont aidés à combattre Daesh depuis plusieurs années. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'alliance des États-Unis avec les Kurdes a été toujours pour les Nord-Américains une question tactique. Tactique parce qu'à un moment donné de la guerre civile en Syrie, les alliés des États-Unis s'est trouvé en grande difficulté face à la Russie et l'Iran, et les seuls capables de combattre notamment Daesh et permettre aux États-Unis de quitter le terrain syrien tout en disant que voilà, on a accompli la mission, on a atteint nos objectifs, c'était les Kurdes. Donc les États-Unis ont armé, ont entraîné, ils se sont servis de la résistance kurde pour battre Daesh, au moins dans sa forme territoriale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les vrais alliés stratégiques dans la région pour les États-Unis, c'est la Turquie et pas les Kurdes. Aujourd'hui, que les Kurdes sont moins ou un peu moins utiles pour les Nord-Américains, ils ont, en tout cas, Trump et certains de ses conseillers, sûrement, ont décidé d'abandonner, ou plutôt donner un feu vert à une avancée militaire de la Turquie pour essayer de resserrer les liens avec cet allié historique. En tout cas, ce que montre cet exemple de la trahison nord-américaine vis-à-vis des Kurdes, c'est que l'autodétermination des peuples ne peut jamais venir de la main des puissances impérialistes. Ni les États-Unis, ni les puissances européennes, les puissances impérialistes européennes. Maintenant que la Turquie a lancé son offensive contre les Kurdes, les forces kurdes dénoncent la trahison nord-américaine et ont essayé de discuter et de trouver un certain appui avec la Russie et le gouvernement de Bachar al-Assad. Pour l'instant, la Russie et Assad ont refusé d'aider en quoi que ce soit les Kurdes, mais il faut dire aussi que ce n'est pas non plus la main de Poutine, ni d'Assad, le boucher Assad, ni encore moins de l'Iran, que le régime des ayatollahs qui sont en train de dire que alors qu'il y a une révolte populaire en Irak de la jeunesse contre la pauvreté, le chômage, etc., le régime d'Iran en Iran est en train de dire que c'est des provocateurs, que c'est les ennemis de l'Irak, etc. C'est pas non plus ces puissances-là qui peuvent aider les classes populaires et les peuples à lutter pour l'autodétermination. De notre part, en tout cas, nous soutenons l'autodétermination du peuple kurde et de tous les peuples dans la région, comme c'est le cas aussi du peuple palestinien qui subit depuis des décennies
l'oppression de l'État israélien. Donc avec cette vidéo, on a voulu analyser les raisons qui ont poussé la Turquie à attaquer les Kurdes de Syrie. Et on a vu aussi la complicité directe ou indirecte des puissances impérialistes, et que ça montre que l'autodétermination des peuples ne peut pas venir de la main de ces puissances-là. Et qu'au contraire, c'est en alliance avec les classes populaires, les travailleurs de la région, mais aussi au niveau international, notamment dans les pays impérialistes, que l'autodétermination des peuples, l'autodétermination du peuple kurde peut aboutir et peut être menée jusqu'au bout et non pas trahie selon les intérêts d'une telle ou telle puissance impérialiste qui ne font que se servir de cette lutte tout à fait complètement légitime du peuple kurde pour atteindre leurs propres objectifs dans la région. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à la diffuser, et aussi n'hésitez pas à aller voir et lire les articles que nous avons écrits sur le sujet sur Révolution Permanente, à laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions pour une prochaine vidéo. À bientôt!